trouver la réponse, car nous avons un gouvernement supposé être un gouvernement responsable, mais il y a ceux qui pensent que c'est un gouvernement irresponsable. Est-ce que le peuple de la République démocratique du Congo est un peuple malheureux ou un peuple qui a des dirigeants qui ne comprennent pas l'enjeu de la République démocratique du Congo? Sur ces plateaux, pour vous, comme demandé, nous avons fait l'effort de l'inviter. Malgré ses multiples occupations, il nous a quand même fait encore une fois honneur d'être avec nous, car il est député national. Les problèmes de vous, peuple, l'intéressent. Voilà pourquoi il laisse tout pour venir traiter ces sujets, une manière d'aider ceux qui dirigent, de sauver quand même tant soit peu ceux qui restent. Lui, il s'appelle Honorable Jean-Baptiste. Il est élu de Goma, mais il est député national. Également, il est secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Faïlou, candidat malheureux. Il est là avec nous. Honorable Jean-Baptiste, soyez le bienvenu. Merci Delphin, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes sur Canal+, fréquence 349. Quand j'avais annoncé que je serais avec Honorable, vous nous avez déjà envoyé vos questions et le message. On aura le plaisir de les lire d'un moment à l'autre, mais parlons d'abord de la thématique d'aujourd'hui. Nous allons parler de la situation de l'Est, car vous êtes député élu de Goma. Vous êtes également dans la commission défense au Parlement. Vous maîtrisez bien la question. Nous allons parler du social peuple. À quand le peuple d'abord? Vous les députés, on vous paye mieux, mais le peuple est en train de pleurer. Nous allons aussi analyser sur la question de réforme. Vous, la Mouka, je précise que vous êtes de la Mouka, vous n'êtes pas pour les réformes qui vient de se faire avec Honorable Mbata et les autres. Vous pensez qu'on est en train d'aplanir un lit de trichement, de la tricherie pour les élections en 2023. Et aussi, nous allons chuter par la question Covid, des mesures prises par les chefs de l'État. Est-ce que c'est à l'intérêt de la population ou pas? Mais commençons par la question de l'Est. Honorable Jean-Baptiste, êtes-vous quand même heureux aujourd'hui quand vous avez vu le chef de l'État sillonner l'Est? Bien, peut-être avant d'aborder l'état des sièges, je voudrais apporter une nuance par rapport à ce que vous avez dit en présentant la RDC. Nous avons un potentiel, vous avez dit humain, quelque peu contestable. Non, nous avons un capital humain d'une valeur extrêmement grande. J'ai été la semaine passée à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, où des grands savants congolais, dont le prof Zana et le prof Kanika et d'autres spécialistes en volcanologie, ont parlé de la question de l'éruption volcanique de Goma. Et ils ont démontré, contrairement à ce qu'a dit un certain spécialiste belge, les savants congolais ont démontré qu'une éruption volcanique sans signe précurseur, ça n'existe pas. Et que l'éruption de Goma a donné des signes précurseurs lointains et immédiats. Et que c'est plutôt l'État congolais, et particulièrement le ministère de la Recherche, qui n'a pas fait attention aux signes présentés par l'éruption volcanique. C'est juste un exemple pour démontrer que la RDC a un capital humain de très grande valeur. Si vous parlez d'un capital humain de très grande valeur, c'est vrai, il y a des productions, il y a des livres, il y a des réflexions, mais comment depuis 1960, vous êtes quand même député national, jusqu'à aujourd'hui, cette lutte n'arrive pas à relever les grands défis de la République démocratique du Congo? Donc il y a un problème. Le problème réside plutôt dans la médiocrité de la classe politique. Feu Étienne Tshisekedi n'avait cessé de le dire, que nous avons affaire à une classe politique médiocre, sans idéal. Des gens qui sont prêts à vendre leur dignité, simplement parce qu'on leur a dit que vous aurez une Jeep. Ils sont prêts à abandonner un combat de défense de la vie des millions de gens. Donc le problème ne réside pas au niveau du capital humain
des citoyens, mais par un concours de facteurs internes et externes, principalement externes, il s'est fait que nous sommes, pendant beaucoup de temps, dirigés par des personnes qui n'ont pas la maturité à la hauteur du niveau de la maturité de la population. C'est ça le contraste. Donc vous donnez aussi raison au cardinal Mosengo qui avait dit « Il est temps que les médiocres dégagent ». Il n'a dit que toute la vérité. Passer dans les rues, à Tchangou, à Ngiringiri, passer à Beni, écoutez la population, vous êtes mieux situé comme journaliste, vous le faites. Un compatriote est passé par Beni, il a écouté les étudiants, il a écouté l'analyse que font les élèves de la situation sécuritaire. Et il m'a dit, mais honorable, est-ce que tu sais que la classe politique n'a pas le niveau de maturité que présentent ces élèves, ces étudiants? Donc le problème réside à notre niveau comme classe dirigeante de revoir notre manière d'écouter et de trouver des réponses aux préoccupations de la population. Donc il faut faire l'autopsie de la classe politique actuelle, il faut innover, changer la manière de faire pour quand même trouver des solutions, si je vous comprends bien. C'est à ce niveau, à mon avis, que se situe le problème, étant donné que notre population devient de plus en plus exigeante au quotidien. Eh bien, le moment va arriver où la médiocrité aura du mal à se maintenir. Mais pour revenir à la question de l'état des sièges. Êtes-vous quand même heureux quand vous avez vu le chef de l'État sillonner quand même l'Est? Il avait dit il sera là, il s'est présenté, une joie pour vous. Il a été à Beni, à Kassindi, sous hélicoptère de la MONUSCO. Il a eu peur de faire la route Beni-Kassindi en voiture, la route sur laquelle des milliers de compatriotes sont tués chaque jour. C'est une preuve que lui-même n'a pas confiance que ces forces qu'il a déployées là ont la maîtrise de la situation. Deuxième chose, il a fait 2 aveux graves à Beni. Premier aveu, que l'effectif de 21 000 militaires n'existe pas. Lui-même, dit-il, a dit qu'il sait qu'il y a des magouilles. C'est ce que vous avez dit ici la fois passée. Je pense qu'on nous a suivis peut-être. Je l'avais déjà dit, beaucoup de collègues députés nationaux l'avaient déjà dit depuis longtemps, la société civile l'avait déjà dit, et la logique élémentaire permettait de comprendre que on ne pouvait pas avoir un effectif de 21 000 militaires sur un périmètre de 50 km² et compter des morts à longueur de journée. Mais maintenant que lui-même a fait cet aveu solennel, nous ne devons pas nous limiter aux simples excuses. Nous devons aller plus loin. Les informations à notre disposition font état d'une présence réelle de 7500 militaires. La différence donc, les fantômes, les fictifs, s'élèveraient à 12 500. Et la question qui se pose, lorsqu'on a lancé l'opération dite de grande envergure en 2019, on a déployé des armes pour 21 000 militaires, alors que 12 500 n'existaient pas. Ces armes-là, où sont-elles? Les munitions dotées aux 12 000 fictifs, 12 500. Ces munitions prennent quelle destination? Les tenues. Est-ce que ce ne sont pas ces tenues-là qu'elles retrouvent, n'est-ce pas, entre les mains des assaillants? Parce que ceux qui viennent égorger les gens viennent à tenir. C'est parmi ceux qui sèment les choses qui sèment la confusion. L'attaque de Vutotolia du mois de mai dernier. Des gens sont venus en tenue militaire vers 16h, 17h. Et ils appellent le chef de village, ils lui demandent de réunir la population afin qu'ils donnent les consignes de patrouille. La population est innocente, ils les voient vêtus en tenue militaire, avec des armes
identiques à celles de nos forces régulières. Et ces gens-là commencent une sorte de causerie avec la population. C'est lorsque certains jeunes se rendent compte qu'il y a des femmes, il y a des enfants dans les rangs de ces pseudo-militaires, que ces jeunes commencent à se retirer, à fuir. Alors, les tirs commencent. On commence par abattre le chef du village et son épouse et 32 autres. En République démocratique du Congo. Mais c'est sous la l'état de gestion de siège. Félix, sous l'état de siège, vous confirmez, honorable. C'est à Vutotolia, à secteur de Rwenzori. Ça ne s'est pas répété une seule fois. Ça s'est passé également à Miende. La même scène à pleine journée. Donc j'étais en train de dire, lorsque lui-même arrive à avouer que l'effectif de 21 000 militaires n'existe pas, nous devons tirer toutes les conséquences et savoir qui ont entretenu cette mafia. Les armes destinées aux 12 500 fictifs, où sont-elles? Ne serait-ce pas ces armes dont seraient dotés les égorgeurs pour massacrer les populations? Ne serait-ce pas ces tenues-là? Les fonds, les salaires de 12 500 fictifs prennent quelle destination? Parce que c'est depuis 2019 qu'on nous a dit qu'il y avait 21 000 militaires. Donc, je ne voudrais pas qu'on se limite à de simples excuses, parce qu'il a dit que bon, il ne savait pas. Mais c'est normal, honorable, peut-être il n'avait pas de bonnes informations. Alors qui était même les chefs de commandement? Peut-être quand le chef de l'État dit qu'il ne savait pas, mais lui on lui avait dit sur papier qu'il y avait 21 000 militaires. Peut-être il n'avait pas toutes les informations. Non, ce sont des excuses qui ne tiennent pas debout. C'est un humain quand même. C'est un humain doté de tout le service. Il y a des services de renseignement. À côté des services de renseignement, les députés nationaux du caucus de Nord Kivu avaient fait cette dénonciation depuis longtemps, dans plusieurs rencontres. La société civile l'a dit, et je disais, la logique élémentaire lui-même, elle-même, permettrait de comprendre qu'on n'a pas 420 km militaires au kilomètre carré. Lorsqu'il a décidé du lancement de l'opération de grande envergure, il a lui-même été à Béni. Et cela veut dire que l'opération a été lancée sans un diagnostic préalable, pour que 2 ans après, on vienne nous dire « je ne savais pas ». Donc on a traité la question de l'Est avec une légèreté, il n'y avait pas la maturité dans la manière de prise de décision, c'est ce que vous voulez dire. Cela se révèle également dans la gestion de l'état de siège. Je veux vous rappeler ce que vous avez suivi. Le débat d'hier à l'Assemblée nationale était radio-télévisé. Oui, oui. Le ministre qui est venu au notre gouvernement nous a remis le document du projet et 3 raisons sont avancées par le gouvernement pour justifier la demande de l'autorisation de l'état de siège. D'ici le 21 juin, nous serons au 45e jour de l'état de siège. Et 45 jours après, le gouvernement est venu demander qu'on lui ajoute 15 jours de plus pour les raisons suivantes. Première raison, c'est que les unités spécialisées sont en phase de finalisation de leur entraînement pour déploiement. Delphin. Cette raison, ce n'est pas une bonne raison pour vous? Donc c'est maintenant que les unités spécialisées sont à phase d'entraînement, sont à phase de formation. On a d'abord lancé, proclamé l'état de siège et commencé la formation des unités spécialisées après. Vous trouvez ça normal? Attendez. Espérons que ce n'est pas vos incantations. Non. J'ai entre mes mains les documents. Ces documents est authentique, je pense. Authentique portant les sceaux de l'Assemblée nationale, le cachet, c'est les documents remis. Ok, je peux voir? Voilà.
Assemblée nationale, cabinet du président, secrétariat, je vois. Alors, on lance l'état des sièges, on commence maintenant à former les unités. Les unités. Pour vous, bon, peut-être que le pays n'avait pas suffisamment le moyen, il fallait prendre une décision courageuse et puis faire suivre le moyen. Comprenez peut-être l'état de notre pays. On a proclamé l'état des sièges, on a mis les populations sous les verrous. L'état des sièges, c'est une prison, une telle fin. Les gens sont privés de toutes leurs libertés, liberté de réunion, les communications sont contrôlées. C'est une prison, mon ami. Et vous décrétez un régime de restriction des libertés des citoyens. Et c'est par la suite que vous commencez la recherche de moyens, que vous commencez à planifier la formation. Encore faut-il que cette formation soit effective. C'est aujourd'hui que le maire militaire de Béni prend ses fonctions, 45 jours après. C'est seulement il y a 3 jours que l'administrateur militaire de Béni et de Rutshuru a pris ses fonctions. C'est-à-dire que, en réalité, les raisons qui ont poussé à la proclamation de l'état des sièges de manière précipitée, c'était pour mater les manifestants, les élèves, les mamans, les populations qui réclamaient haut et fort que l'on prenne des mesures en vue de l'efficacité des opérations militaires. Et ces mesures, la population les a toujours données. Procéder à la relève des unités qui sont là depuis 2009 jusqu'à ce jour. Des unités issues du brassage, de mixage, des unités issues de M23, du CNDP. La population de Béni, de Lituri, se pose la question de savoir est-ce que cette partie a été donnée à ces unités issues des anciennes rébellions à guise de butin de guerre. Pourquoi on ne veut pas relever ces unités-là pour les envoyer dans d'autres provinces et amener à Béni des troupes qui vont gagner la confiance de la population? Ça, c'est une des premières mesures pour assurer l'efficacité des opérations militaires. Mais monsieur l'honorable, avant que les chefs de l'État puissent décider pour prendre ces décisions de l'état des sièges, nous avons les images. Il avait reçu quand même votre président de l'Assemblée nationale, Mbosso, et le président du Sénat. Est-ce que Mbosso ne vous avait pas fait plutôt le compte rendu pour que vous puissiez comprendre que ce n'était pas peut-être nécessaire de prendre l'état des sièges dans ces conditions? Bien, je ne voudrais pas me mettre à épiloguer sur les types de relations entre le président de l'Assemblée et M. Félix. Je sais dans quel contexte Mbosso a été désigné président de l'Assemblée, mais pas seulement lui. Je sais comment les présidents de l'Assemblée nationale depuis 2006 se sont comportés. Rares sont ceux-là qui ont eu le courage de dire la vérité à celui qu'ils considèrent comme les avoir placés là-bas. Donc je ne sais pas jusqu'à quel degré Mbosso aurait le courage. Bien au contraire, heureusement qu'il a eu à retirer ses propos. C'est lui qui a lancé l'opprobre sur tous les élus de l'Est en nous demandant de quitter les groupes armés, comme si c'est nous qui entretenions cet effectif de 12 500 militaires fictifs. Vous êtes élu comment? Faisons des parenthèses. Vous êtes élu comment? Parce que vous faisiez votre propagande même dans des lieux là où il y a des rebelles. C'est là aussi, ici, il y a la question, vous avez les électeurs partout. Non, posez la question. Mbosso n'a pas raison. Posez la question à la CENI. Comment la CENI a procédé à l'enrôlement dans les zones contrôlées par les groupes armés. Posez la question de savoir comment l'identification des électeurs a été faite. En fait, les groupes armés nationaux, principalement le Maïmaï, n'ont jamais été contre l'autorité de l'État. Et à maintes reprises, ils ont démontré la volonté de déposer les armes. En 2019, je vous l'ai dit la fois dernière, plus
plus de 40 000 miliciens Maïmaï ont déposé les armes. Ils se sont rendus volontairement à 27 km de Goma, au centre de cantonnement de Mubambiro, auprès de Sake. Nous avons enregistré plus de 4300 Maïmaï qui se sont rendus. Mais il y a 2 ans, j'étais là, il y a de cela, au mois de mars, je suis arrivé à Mubambiro. Sur les 4000, il n'est resté que 3500. Le gouvernement a refusé de les démobiliser. De les démobiliser, disais-je. C'est le gouvernement. La Banque mondiale a promis de donner des millions de fonds pour accompagner ce projet. Les 3 gouverneurs, celui du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, sont venus ici à Kinshasa. Ils ont présenté un projet de décentralisation du programme de DDR. C'est-à-dire, pour ces 3 gouverneurs, avec l'appui de la société civile et des députés provinciaux et nationaux, il fallait corriger les erreurs de l'ancienne approche du DDR, orienter plutôt ces fonds et cette main-d'œuvre qui constitue les démobilisés, les Maïmaï rendus, dans la réalisation des projets de développement dans leur milieu d'origine. Par exemple, affecter un montant de 12 millions, 15 millions de dollars à la réouverture de la route Goma, Masisi, Walikale et qui va déboucher sur la route qui va vers Kisangani. Ce serait un désenclavement économique majeur de la province du Nord Kivu. Ça permettrait d'utiliser cette main-d'œuvre, de démobiliser, mais également de canaliser ces fonds reçus de la Banque mondiale. On a présenté pareil projet pour le Sud Kivu, pour le Nord Kivu, dans chacun des territoires. Mais vous savez, jusqu'aujourd'hui, l'ordonnance consacrant l'approche décentralisée du DDR n'a jamais été signée. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes à Kinshasa qui ne voudraient pas perdre les contrôles sur ces millions de dollars promis par la Banque mondiale. Et pour eux, voir ces jeunes quitter les groupes armés, permettre à ce que l'Est recouvre la sécurité, ils profitent de l'insécurité. Ils entretiennent les sécurités. Et pour ça, on a fait... Il y a des gens qui veulent que la situation persiste pour leur profit, avoir au moins des chop-chop au lieu de chercher l'intérêt de la population. Pour eux, c'est du business. Non, quelqu'un a dit, non kunda, no job. S'il n'y a pas de groupes armés, est-ce que ce détournement au nom de 12 500 militaires va s'effectuer? Je vous ai dit la fois passée, parmi les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale à voter pour la mise à place d'une commission d'enquête, c'est la nécessité de faire un audit des financements destinés aux opérations militaires. Je fais Beni, je fais Masisi à plusieurs reprises. Et vous trouvez des militaires qui pleurent. Ils ont toute la bonne volonté. Et ils vous disent, ces ADF, ces FTLR ne sont pas des êtres mystérieux. Et ils vous présentent des preuves, des positions conquises. Mais ils se posent la question de savoir, est-ce que le gouvernement a la volonté? Est-ce que les députés nationaux sont informés et font le suivi de la manière dont les opérations se déroulent pour pousser le gouvernement, l'état-major général, à nous mettre dans des conditions qui permettent à ce qu'on en finisse avec ces groupes armés. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit la fois passée. J'ai fait des investigations et je voudrais que ceux qui m'écoutent fassent les mêmes investigations. Okay. Les opérations d'île de grande envergure n'ont été soutenues que pendant 3 mois. Octobre, novembre, décembre 2019. Mais à partir de janvier 2020 jusqu'à juillet 2020, les opérations n'ont reçu que 25 000 $ américains. 25 000 $. Pour un effectif dit de 21 000. Pour une zone rouge, pour une guerre dite asymétrique. 25 000 $. Nous avons demandé qu'une commission d'audit fasse le travail. Et aujourd'hui, au lieu de nous dire,
de confirmer que même les 21 000 militaires n'existaient pas. Est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux? De juillet à septembre, 15 000 $ seulement. Et on retrouve des militaires qui se nourrissent d'une chikwang pour 2 jours. Et des chikwang pris à crédit auprès des producteurs locaux. Est-ce que ces pays manquent l'argent, honorable? Est-ce que vous, député national, vous faites réellement votre travail? On vous paye mieux. Vous envoyez vos 500 $ aux militaires, mais vous acceptez qu'on envoie 15 000 $, 25 000 $ pour les gens qui meurent sous les drapeaux. Est-ce que vous faites votre travail, honorable? Non, je dois être honnête pour dire que parmi ceux-là qui méritent d'être sanctionnés, il y a d'abord nous les députés. Parce que parmi les avantages dont dispose un député, c'est l'accès à l'information. Lorsque je descends à Béni, j'ai l'avantage d'écouter les différentes couches de la population. J'ai l'avantage de poser la question, par exemple, avant-hier, à Moalika, les ADF ont enlevé 13 personnes. Jusqu'à ce jour, ils sont enlevés. Pendant que M. Félix était là, Président Félix. On a enlevé 13 citoyens congolais à Moalika, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pareil, je vous ai parlé dernièrement du bilan de 42 personnes tuées à Mambasa, territoire de l'Uturi. On a d'abord commencé par un enlèvement de toutes ces personnes, et c'est du jour au jour que la population découvre des corps en décomposition. Donc il y a très peu d'espoir que même ces 13 personnes soient retrouvées vivantes. Donc l'opération militaire est si faible, vous pensez, donc il n'y aura pas de résultats? Les opérations militaires n'ont jamais été lancées tel fait. Pour la province de l'Ituri, je l'ai dit la fois dernière, depuis l'état de siège, on a lancé une seule opération, la toute première semaine de l'état de siège, sur la route Bunia vers l'Ouganda, la RN27. Et là, effectivement, les FATC ont récupéré la position que les miliciens de la Coteco avaient établie sur cette route et qui était leur source de financement. Mais les FATC se sont arrêtés à mi-chemin et les miliciens sont partis se réorganiser. Et la preuve, c'est que il y a une semaine, ils sont revenus. Ils ont attaqué le centre commercial de Fataki. Ils l'ont occupé le samedi, le dimanche. Ils se sont retirés bonnement. Nos militaires qui étaient à nombre très réduit, c'est ça aussi l'autre problème. Si nous voulons lancer des opérations militaires qui réussissent, nous devons procéder au contrôle des effectifs militaires sans complaisance. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Boga, à Tchabi, où plus de 70 personnes sont tuées dans la nuit du 30 au 31. Mais renseignez-vous combien de militaires nous avions à Tchabi, nous avions à Boga. Un petit nombre, un très petit nombre. Au centre commercial de Fataki, le petit nombre de militaires n'a eu la vie sauve qui était là-bas de la MONUSCO. C'est dire que ces militaires-là, du fait que non seulement ils sont militaires des conditions difficiles, mais également à très petit nombre, ils sont eux-mêmes exposés et c'est son office. Donc, nous devons, je disais, les opérations militaires n'ont été lancées que cette semaine-là. Mais depuis lors, pour ce qui est du Nord Kivu, c'est seulement à l'occasion du séjour de M. Félix Abeni que le gouverneur militaire a foulé ses pieds pour la première fois à Beni. Alors que tout au long de l'état de siège, le mois de mai, notre monitoring a fait état de 153 personnes massacrées, dont le massacre de Vutoto, dont je vous ai parlé, 32 personnes en une nuit. Cette série de massacres n'a pas ému le gouverneur militaire pour dire je descends d'abord précipitamment à Beni, faire ne serait-ce qu'une visite d'itinérance. Bien au contraire, ce qui l'a préoccupé, j'ai compté, il a déjà tenu autour de 8 réunions avec les régies financières à vue de la maximisation des recettes. Pour ce qui est de Bunia, l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège donne à ses officiers militaires et policiers le mandat d'organiser des perquisitions de jour et de nuit
de faire le contrôle des armes, mais ce que j'ai constaté, par exemple, au centre commercial de Mambasa, on fait le recouvrement forcé de taxes et impôts. Tous les dépôts de planches sont scellés. Vous avez vu des images. On fait plutôt la perquisition des impôts, des taxes, et certains officiers nommés dans le cadre de l'état de siège ne s'empêchent plus de le dire. Ils disent exactement mon abisso. Vous êtes sûr? Ce qui veut dire c'est leur temps. Donc vous pensez que ces groupes, les gens nommés, ils ne s'attaquent pas à l'essentiel, ils veulent plutôt se faire une santé économique. C'est l'occasion de l'enrichissement. Il y a parmi les effets dramatiques de l'état de siège, il y a le dysfonctionnement de la justice. Pour le garnison territorial, nous n'avons que 3 magistrats, l'auditorat. 3. Dont l'un s'occupe de l'administration et 2 pour juger les affaires. Les affaires qui sont à très grand nombre. Et conséquence, l'on ne s'intéresse qu'à des dossiers juteux. Les dossiers dans lesquels on peut gagner de l'argent. Pour le territoire de Mambasa, 3 commissariats, on n'a qu'un seul magistrat militaire. Et tous les dossiers sont bloqués. Les avocats, les activistes des droits de l'homme qui se plaignent du fait que toute personne accusée, même des infractions mineures, on n'a pas le temps de juger ces magistrats-là à très petit nombre. Non, même pas. Ce n'est pas possible. Ils sont humains, ils sont débordés. Résultat, les cachots sont totalement surabondés. Avec des cachots souterrains, à Boga notamment. Les gens sont dans des conditions inhumaines. Et les activistes des droits de l'homme qui posent la question, les militaires disent, ils ont leur compréhension de l'état de siège, ils disent, Makambo ya droit de l'homme nabino esili, tous en état de siège. Est-ce qu'on doit continuer sous cette situation-là, au motif que les unités sont encore à formation? L'autre raison, on a dit que les raisons qui ont justifié la demande de l'autorisation, c'est que il y a eu la mise à quarantaine de certains officiers responsables et nommés dans le cadre de l'état de siège. Vous trouvez que ça c'est une raison pour que l'on prolonge l'état de siège? Parce qu'il y a eu 2-3 officiers nommés et qui auraient été mis à quarantaine. Mais le chef de l'État l'a dit aussi hier, il a dit la maladie. Là, nous allons parler de Covid-19. Est-ce que c'est là pour vous les députés? Vous pensez que ce n'est pas une raison suffisante? Et pour cela, il faut que donc la justice soit paralysée, que les citoyens n'aient plus droit à accéder à la justice, que les libertés des citoyens soient restreintes, qu'un gouvernement provincial démocratiquement élu, des députés démocratiquement élus soient mis à quarantaine, simplement parce que 3-4 officiers militaires, est-ce que la RTC ne compte que cela? C'est dire que l'état de siège a été proclamé sans avoir été planifié. Sans avoir été mûri de éléments pour qu'il y ait une réussite totale. Vous pensez que le président Félix, avec son gouvernement de warriors, nage plutôt dans l'incompétence? En fait, pour moi, l'état de siège, comme je l'ai dit, a été lancé pour mater la manifestation des élèves, des étudiants. Encore là aussi, Félix a dit qu'il ne savait pas que ses élèves avaient été réprimés. Il a même promis qu'il y aurait une prise en charge. Ce matin, j'ai posé la question aux membres de la famille, de la fille dont vous avez vu le bras cassé. Oui, oui. Cette fille a été fracturée jusqu'à ce degré-là sous le commandement d'un policier, un colonel qui vient d'être gratifié. Il a été nommé maire de la ville de Goma dans le cadre de l'état de siège. Et c'est lui qui commandait les troupes à la base de cette répression brutale contre les élèves. Et Félix a dit qu'il n'était pas informé qu'une commission d'enquête allait être restituée. Vous ne trouvez pas de paradoxe? Il a promis une prise en charge. Et je disais ce matin, j'ai posé la question aux membres de la famille de la fille Abigail, qui m'ont dit, mais la fille Abigail devait être à l'hôpital aujourd'hui, on devait lever le plâtre, mais nous manquons de moyens.
Malgré la promesse. La promesse du chef de l'État. Félix là-bas. C'est une promesse propagandiste. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je constate simplement que même cette promesse d'avant-hier, à faveur d'une fille qui était à sa présence, il a vu. Il a même demandé pardon. Mais ce matin, eh bien, il manque de moyens. Non seulement pour lui, mais pour tant d'autres. Les victimes de l'éruption volcanique à Goma, il y a une fille qui est mourante. Parce que la maison s'est écroulée pendant qu'elle était dedans et c'est à peine. À l'hôpital Sebekandosho, où il a été dépêché, on a présenté une facture de $4,000. Malgré la présence de toutes les délégations, 19 ministres, Félix lui-même avait beaucoup de conseillers. L'assistance médicale, beaucoup de fondations, même la fondation Denise là. Eh bien, tous ces malades sont abandonnés à leur triste sort. Donc, faut-il parler de mais c'est grave honorable si vous êtes en train de dénoncer de telles choses du moment que moi j'ai suivi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui dit que il gère bien la situation, il y a ce qu'on appelle prise en charge, le gouvernement est aux cheveux de sa population, à Goma, les gens les victimes de l'éruption. Les informations que vous nous amenez ici, est-ce que c'est certifié? Est-ce que c'est des sources sûres? Ou c'est parce que vous êtes dans l'opposition, vous jetez l'opprobre à ceux qui dirigent, les warriors? Non, je viens de Goma. J'ai été dans la délégation, nous étions un nombre de députés, dans l'équipe du Premier ministre avec le ministre Mouyaya que vous venez de citer. Mais s'il s'est mis à écouter la population, il se pose un problème. Nous devons changer d'approche. Ok. J'ai vécu un drame au Nord Kivu. Un ministre est descendu jusqu'à Goma parce que il y a eu éboulement de terre en territoire de Massissi. 5 élèves étaient décédés. Le ministre est allé jusqu'à Goma pour envoyer à ses familles une assistance de $500. Le ministre a payé les billets à business class. Il a payé l'hôtel. On lui a donné les frais d'émission pour envoyer à aux familles de 5 élèves une enveloppe de $500. Honorable, vous êtes sûr? Delphin, je n'ai aucun intérêt à te mentir. Je m'adresse au gouvernement. Alors aujourd'hui... Attendez, je m'adresse au gouvernement. Le ministre Mouyaya, les ministres qui sont censés être au chevet de la population, cherchez à trouver des solutions, car en étant ministre, vous êtes au service de la population. Si c'est vrai, c'est que l'honorable Jean-Baptiste est en train de dire ici, en quoi vous êtes des warriors? Si cette population souffre, je suis peiné d'écouter honorable dire, il y a un ministre qui se déplace ici pour aller assister une famille avec $500. Le gouvernement, si cela est vrai, j'aimerais que vous puissiez venir les démentir. Si vous ne le faites pas, le 2023 nous attend. Le peuple d'abord, une utopie ou une réalité? La question qui se pose, Delphin, après l'éruption, on a d'abord dépêché 7 ministres. Ensuite, 12 ministres, ils sont partis avec des députés, logés à l'hôtel Serena, hôtel de classe, avec frais d'émission. Ça fait 19 ministres. Avec une équipe forte. Je suis venu à bord d'un jet pour la deuxième équipe. Nous étions autour de 63 personnes à bord. Un premier jet était déjà passé avec pratiquement le même nombre. Donc une visite de compassion auprès des populations autour de 100 personnes, 12 ministres, chacun avec tous ses conseillers. Frais d'émission, hôtel, séjour et autres. Mais on n'est pas en mesure de nous dire quelle est l'enveloppe destinée à la population. Quel est l'apport réel de cette délégation? Pourquoi multiplier les missions, les délégations, alors que sur le terrain, les conditions sociales de ces populations-là ne changent pas? Pourquoi ne pas dépêcher des experts? On aurait dit
après l'éruption volcanique, d'ailleurs le lendemain, je comprendrais si le gouvernement aurait décidé d'envoyer une équipe de chercheurs de la faculté de sciences de l'UNIKID, des spécialistes en volcanologie qui sont là, des spécialistes en urbanisme et autres, pour dire, écoutez, voici le terrain, une catastrophe se produit, nous avons des spécialistes en catastrophe, on les dépêche, mais c'est une succession de délégations de politiques, et sur le terrain, l'apport concret reste non défini. Non, mais pour revenir à l'état de siège, je disais donc que les opérations militaires n'ont jamais été lancées. C'est aujourd'hui qu'il y a remise et reprise, mais également, disais-je, on se focalise beaucoup plus au recouvrement, aux perquisitions des impôts et taxes, alors que la question se pose. Voilà. Comment ces autorités militaires sont-elles en train de gérer les recettes propres des provinces? D'autant plus que nous savons qu'il y a des soucis déjà dans la gestion des fonds alloués aux opérations militaires. Ces fonds sont détournés. Et aujourd'hui, ces autorités militaires ont à leur disposition toute la caisse de la province, sans parlement pour les contrôler, sans aucun mécanisme. Ces autorités vont-elles s'empêcher de se servir des fonds du contribuable congolais comme des cacahuètes? Est-ce que nous allons attendre qu'après l'état de siège, nous puissions déplorer le détournement des millions et assister à un procès de 100 jours, procès de l'état de siège? Voilà toutes ces raisons qui démontrent qu'il y a des soucis. Voilà. Et que des solutions courageuses doivent être prises aujourd'hui. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Honorable Jean-Baptiste, il est élu de Goma, il est de l'ECID, secrétaire général adjoint de l'ECID Parti cher à Martin Fayoulou, il est dans la commission défense au Parlement, député national. Il y a tellement de messages déjà pour vous. Je peux lire quelques messages concernant ce que vous venez de dire, et puis nous allons passer à autre chose. Salut mon pays, j'ai des larmes aux yeux quand j'entends l'honorable parler. Est-ce dans ces pays, nos dirigeants aiment le peuple ou aiment ce que le pays a? Ah, bon, aimer le peuple, je dois l'avouer que si nous devons attendre de l'amour du peuple de la part de ses dirigeants, nous attendrons longtemps. Nous devons plutôt apprendre à être de plus en plus exigeants vis-à-vis de quiconque assume un poste de responsabilité. En sciences politiques, c'est mon domaine. Nous avons été enseignés que la crainte du peuple est le commencement de la sagesse chez les politiciens. Le peuple doit apprendre à faire peur aux dirigeants. C'est la seule manière d'amener les dirigeants à agir avec responsabilité. Sinon, parler d'amour, c'est utopique. Salut, honorable Jean-Baptiste, je suis fier de vous. Pourquoi vous n'avez pas accepté d'aller à l'Union sacrée pour avoir un poste, même ministre de la Défense? Comme ça, vous pouvez mieux aider les pays en ayant toutes ces informations. Bien, je suis de l'ECID, j'ai été élu sur la liste ECID. Je ne suis pas le seul à posséder ces informations. Ces informations, nous les avons mis à la portée de tous ceux qui nous dirigent. Pour l'instant, mon rôle, c'est d'agir comme député. Et à mon avis, c'est là que se situe la responsabilité, notre responsabilité en tant que député. Parce que si nous étions engagés en tant que députés, nous devrions, il y a longtemps que nous aurions sanctionné beaucoup de ministres. Nous avons simplement attendu l'avènement de l'Union sacrée pour mettre de côté l'ancien ministre de la Défense et autres. Mais malheureusement,
la même complaisance s'affiche. La fois dernière, j'ai fait une interpellation adressée au ministre de la Recherche scientifique au sujet de la défaillance dans la gestion de l'observatoire volcanologique de Goma. J'ai présenté des faits. Comment le ministre lui-même, en avril 2020, avait déjà reçu l'alerte de l'imminence d'une éruption volcanique à Goma. Et il avait demandé de l'argent. Et l'argent était décaissé du trésor public. Qu'il fallait doter l'OVG de 20 types de matériel. Et que sur le 20 matériel, l'OVG ne disposait que de 4. Et que ces 4 d'ailleurs avaient été reçus grâce à un partenariat de 2018. Conclusion, c'est que les 20 matériels pour lesquels le trésor public a décaissé les fonds n'ont jamais été achetés. Dans cette lettre-là, il demandait des motivations pour les chercheurs de l'OVG afin de leur permettre d'effectuer une surveillance permanente du volcan. Ces primes ne sont jamais arrivées à destination. Mais quelle n'a pas été notre surprise de voir au nom de la solidarité de la famille politique Union Sacrée que les députés s'interdisent de prendre le courage que ce ministre soit sanctionné. Donc, il n'est pas nécessaire que nous tous nous entrions au gouvernement, mais plutôt exercer de la pression, contrôler ceux-là qui ont la charge de diriger pour que, effectivement, ils répondent aux attentes de la population et prendre le courage de les sanctionner si tel n'est pas le cas. Salut Delphin, je suis désolé de votre invité. Depuis le début de l'émission, il ne fait que critiquer. Nous connaissons son passé. Il est du FCC. Il n'a qu'à aller composer avec Kabila. Tshisekedi est en train de travailler. Je n'ai jamais été du FCC. J'ai été secrétaire exécutif provincial de l'ECD depuis 2011 jusqu'à ce jour. Je suis toujours à l'ECD. C'est mon premier mandat de député. J'ai été, si je parle de Félix, j'ai été coordonnateur de la Mouka au Nord Kivu, n'est-ce pas, coordonnateur du RASOP, du rassemblement sous Étienne Tshisekedi au Nord Kivu. J'ai été coordonnateur de la dynamique de l'opposition. Donc, s'il veut me placer du côté du FCC, je suis de ceux-là qui ont organisé la résistance contre Kabila, contre le FCC à Goma. Avant d'être élu, je viens fraîchement de la prison centrale de Munzenze pour avoir dénoncé, contesté, organisé des marches contre les glissements. Donc, là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, nous traitons de la question de l'état des sièges. Et nous adressons le bilan et dire, vous n'avez qu'à lire le rapport du baromètre sécuritaire du Kivu. Ok. Pour tout le mois de mai, le baromètre a identifié 253 personnes massacrées. 253 pendant la période d'état des sièges. Pour la seule ville de Goma, où je suis élu, la fois que je viens de Goma, où j'ai participé à une série d'inhumations de personnes abattues. Au chef-lieu, là où se trouvent les gouverneurs militaires. Les opérations de perquisition pour identifier les armes, même à ville de Beni, n'ont jamais commencé. Les cas d'enlèvement aujourd'hui, le président du comité de la Croix-Rouge, le Kenya Mirima, à territoire de Rutshuru, il est porté disparu, enlevé avec 7 autres personnes. Ceux qui dirigent le table de siège ne se préoccupent pas de tout cela. Il y a une semaine, je l'ai dit à un collègue, à Loi Chypré de Massissi, ce sont plutôt les groupes armés qui ont passé à l'attaque et ils ont été contraints de déloger les forces loyalistes. Donc, les opérations militaires n'ont jamais été lancées et à mon avis, lorsqu'il y a une proclamation de l'état de siège, les groupes armés ont eu peur. Ils ont choisi d'observer une trêve et au fur et à mesure que les jours passent, ils se rendent compte que rien n'arrive. Et c'est ainsi que les miliciens Tekodeko prennent l'attaque au centre de Fatak et Abounia. Voilà. Les miliciens Massissi prennent l'attaque. Merci. Et ça, nous ne pouvons pas nous empêcher de dénoncer
ce manque de planification. Honorable, il nous reste 10 minutes. On avait prévu trop de sujets, mais parce que ces sujets de l'insécurité ou de l'état des sièges intéressent plus d'un, mais je prends cette question qui m'a été envoyée. Votre invité peut nous dire quelle est la vraie raison de la guerre à l'Est quand on sait qu'il n'y a pas seulement des Congolais, il y a aussi les étrangers qui en profitent. Oui, il y a beaucoup d'étrangers qui en profitent. Ne nous voilons pas la face. Le pays voisin travaille depuis longtemps pour la balkanisation de notre pays. En 2012, lorsque les vaillants militaires congolais, avec l'appui de la population de Goma, de Rutshuru, ont mis en déroute les M23, il y a eu des éléments de FDLR qui avaient déjà été rapatriés au Rwanda bien avant, à travers la MONUSCO, mais que l'on a retrouvé, que l'on a capturé dans les rangs des combattants de M23. Et lorsqu'on s'est mis à les interroger, eh bien ces gens-là ont avoué que c'est le gouvernement du Rwanda qui les recrutait pour les renvoyer en RTC. Donc les visées de balkanisation, les visées expansionnistes des pays voisins sur les Kivu ne sont pas une hallucination, c'est une réalité. Mais les grands problèmes résident au niveau de notre responsabilité. Parmi les vraies raisons de la guerre, il y a l'affairisme dans le service de sécurité. Je vous parlais tantôt, n'est-ce pas, des effectifs imaginaires, fictifs qui n'existent pas. Et Félix l'a avoué. Je vous parlais tantôt des montants qui n'arrivent pas. Je vous disais jusqu'à septembre, 15 000 $ seulement sont envoyés. De septembre 2020 à février 2021, 5 000 $ sont envoyés. Mais lorsque vous vérifiez du trésor public ici, on peut vous dire qu'on a débloqué 2 millions. À cette occasion où sur le terrain, on a envoyé 5 000, mais du trésor public à Kinshasa, on a débloqué 2 millions. Vous pouvez apprendre que non, on a débloqué du trésor public 11 millions de $. Mais que sur le terrain, pour les 4 zones opérationnelles, Sud Kivu, Ituri, Beni et la partie autour de Goma, c'est seulement 200 000 $. Et les 10 800 000 détournés. Donc c'est cet affairisme, c'est cette criminalité au niveau de la chaîne de dépenses dans nos services de sécurité qui est l'une des raisons majeures de la persistance de la guerre. Cet affairisme fait que des miliciens peuvent se démobiliser volontairement pour obtenir la fin des groupes armés nationaux, notamment les Maïmaï. Nous n'avons même pas besoin d'offensives militaires. Eux-mêmes sont prêts, ils se sont rendus à maintes reprises. Après la défaite de M23, on a regroupé beaucoup de miliciens qui se sont rendus volontairement à Bouéreman après Tessak et à Goma. Mais le gouvernement les a délaissés parce qu'il y a des gens qui profitent de la présence de ces groupes armés. C'est cet affairisme-là, dans la direction de la hiérarchie de l'état de service de sécurité, qui est à la base de la persistance de la guerre, alors que nous avons des militaires qui sont disposés à en finir. Nous avons une population de résistants, mais la question doit être réexaminée à fond au niveau de la direction Honorable, du pays. Une question directe. Est-ce que vous avez les mains liées, si vous avez tous ces montants-là, toutes ces révélations que vous nous donnez ici, d'interpeller ceux qui ont eu l'accès à gérer cet argent comme ça, on verra clair. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle l'Assemblée nationale a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête. La question consiste à savoir pourquoi le bureau de l'Assemblée traîne les pas pour désigner le membre de cette commission et que cette commission commence effectivement le travail. Depuis la fin de l'interpellation du ministre de la Recherche scientifique, le président Mosso a dit qu'il créait un groupe de travail pour faire la synthèse des recommandations, parmi lesquelles il y avait la nécessité d'une mission d'enquête
qui ne devait pas se limiter seulement à la gestion du centre volcanologique de Goma, mais également étendre ses enquêtes à la gestion du centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, parce qu'il se pose énormément de problèmes là-bas. Et nous risquons d'être surpris d'une catastrophe nucléaire qui s'abat sur nos populations ici. Mais ça fait bientôt une semaine, le groupe d'études traîne à se mettre en place. Est-ce que le bureau reçoit tes pesanteurs pour étouffer même tes enquêtes qui ont été menées jusqu'au bout pour créer ces commissions d'enquête? Bien, nous tenons le bureau à l'œil dans la manière dont il assume ses responsabilités. Salut mon pays, vous l'avez présenté comme membre de la commission défense au Parlement. Est-ce ces réflexions, ces révélations, il les donne à qui des droits ou soit on ne l'écoute pas? Bien, ces révélations, je ne suis pas le seul à les porter, à les donner. La fois dernière, l'année passée, au mois de mai, fort de toutes ces révélations, je revenais te bénir. Et j'amenais tes données que nous avons présentées à la commission de défense et sécurité sur le fait que des fonds destinés au renseignement étaient détournés. Et que dans une zone rouge comme Béni, que l'on détourne des fonds destinés au renseignement, c'est un crime pour lequel les responsables devaient être sanctionnés. Je présente des informations d'après lesquelles la prime de guerre était détournée depuis novembre 2019. Un collègue, Gracie Irachan, pour ne pas le citer, a décidé d'interpeller le ministre de la Défense. L'interpellation a été bloquée. À 51 députés, nous avons signé une motion de défiance à l'égard de l'ancien ministre de la Défense. La motion a été étouffée au nom de la solidarité, n'est-ce pas, entre les alliés de la coalition. Bien, nous avons un nouveau gouvernement qui a la tâche. Nous sommes en train de suivre. La première initiative a consisté à l'état de siège. Depuis le 10, 4 jours après la proclamation de l'état de siège, j'ai personnellement adressé une question orale avec débat au Premier ministre. Le bureau Mbosso l'a bloqué jusqu'à ce jour. À la suite des tueries de Vutotoya, de Mambasa, de Tchabi, j'ai rappelé cette question orale pour demander au président de faire venir le Premier ministre, accompagné du ministre de la Défense, de celui de l'Intérieur, de celui de l'état-major général, pour que nous puissions faire une évaluation sans complaisance. Parce que à côté des faits qui fâchent, je vous ai dit la fois dernière, tout le mois de mai, sous l'état de siège, mais est-ce que vous savez que le militaire n'a même pas eu à manger? C'est seulement le 12 juin que le militaire au froid Benio était doté. Voilà. Donc, nous devons faire une évaluation. Malheureusement, le bureau de l'Assemblée, par moment, joue comme un écran protecteur pour bloquer les initiatives de contrôle. Honorable, il nous reste 2 minutes. Je vous pose ma 2 questions. J'ai lu cette question. S'il vous plaît, est-ce que ton invité en qualité de député national, il peut nous donner les soldes des soldats, s'ils touchent combien? Là, c'est horrible, c'est catastrophique. Le ministre de la Défense lui-même l'a avoué. Nous ne rémunérons pas, non seulement le militaire, les policiers à Béni, aux 8 mois impayés. Également les agents qui travaillent dans les cellules de renseignement. Nous ne rémunérons pas notre sécurité comme il se doit. Par rapport à tout le pays voisin, je m'interdis ici de dire combien, mais ça atteint difficilement les $100. Difficilement. Même le salaire officiel d'un général n'atteint pas le $250 dans ce pays. Pourquoi vous ne cherchez pas à changer cela? Vous êtes quand même législateur. Bien, en tout cas, la commission de défense et sécurité, nous avons tenté d'accompagner les différents services avec l'amélioration de leur budget. Mais vous savez que nous sommes dans un système où le budget est de 4 milliards, les gros sommes qu'ils devaient afflouer le trésor public sont détournés et par conséquent, tous ces agents de qui nous attendons notre sécurité sont sacrifiés. Merci. On est déjà à la fin. Il y a la dernière question aussi. Votre mot de la fin, 30 secondes seulement. Entre les bureaux Mbosso et Janine Mabunda, quel est le bureau qui travaille mieux? C'est aussi votre mot de la fin. Je ne sais pas encore vérifier. Je voudrais demander à M. Mbosso de se ressaisir. J'ai suivi qu'il a tenu une réunion hier à l'hôtel Fleuve Congo.
réunion autour de laquelle il s'est dit, bien des choses inacceptables, il est temps que Mbosso se ressaisisse. Il a demandé des soutiens bizarres. Non. Je pense qu'il doit se ressaisir et revenir sur le droit chemin. Merci, honorable Jean-Baptiste Mohindo Kassekwa. Je rappelle que vous êtes